Et je l'annonçais à l'instant avec nos précédents interviewés, nous nous intéressons maintenant au sujet de la tech, cette industrie évidemment où bon nombre de licornes brillent, où différentes institutions et associations ont permis à la France de jouer le jeu de la digitalisation des startups et également évidemment ces derniers temps de pouvoir connaître un autre quotidien, un retournement de marché, d'un moment où l'equity, les levées de fonds étaient faciles, à un moment où on parle plutôt de road to profitability. Je parle bien évidemment des 2 dernières années qui ont vu le segment tech être fortement corrigé. Alors pour en parler, pour y voir clair, j'ai la chance d'avoir Maya Noël à ma gauche, directrice générale de France Digital. Bonjour Maya. Bonjour. Merci infiniment. Et à ma droite, Elise Herbst, vous êtes Chief Investment et CFO d'Electra. Tout à fait, Je ne vous connaissais que sous le titre de CFO, mais vous êtes également Chief Investment. Très centré sur la partie investissement, oui. D'accord, et vous avez un peu d'argent depuis le mois de janvier, je crois. On a un petit peu d'argent, on fait très attention à l'argent qu'on a levé, mais on en a un petit peu, oui. Avec une levée de fonds successful, en tout cas, bravo. Et je me persuade que vous les investirez Bon escient. à bon escient, merci. Alors, Tech, la grande désillusion, c'était un titre un petit peu tapageur, vous me direz, mais bon, c'était une bonne façon de rentrer dans le sujet. Où on en est? Est-ce que les startups ont réussi à prendre ce virage, qui est quand même pas un virage naturel pour les dirigeants, les dirigeantes qui les composent, effectivement, de rationalisation, de road to profitability, d'être plus challengés pendant les boards, de voir peut-être les boards effectivement jouer un rôle différent, peut-être plus ingérant. Comment ça se passe? Peut-être Maya, vous qui voyez évidemment comment ça se passe dans le marché français notamment. C'est vrai qu'il y a eu une correction de marché, mais qui était, je pense, vitale pour nos entreprises. En fait, on a juste revenu aux fondamentaux. Il y a un petit côté back to basics, enfin. Donc c'est vrai que ça fait un peu changement de paradigme parce qu'on a connu des périodes un peu folles, complètement décorrélées du marché pendant le Covid, avec des valorisations qui se sont envolées, des investisseurs venus de l'étranger qui ont vraiment fait décoller ces valorisations. Et là, on est sur un retour à la normale. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté atterrissage qui fait mal, mais c'est... Moi, je dis souvent, c'est un avion qui atterrit, mais qui n'est pas non plus cassé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu un gros nuage de poussière, on ne savait plus trop comment valoriser les entreprises, ce qui fait que les entreprises ont mis du temps à relever de l'argent. Enfin voilà, il y avait un besoin de retrouver les fondamentaux. Aujourd'hui, on y est. Donc il y a un retour à la réalité qui peut faire mal après une crise d'euphorie. Néanmoins, moi, je ne suis pas aussi pessimiste. C'est une forme de désillusion, mais qui nous a permis d'apprendre. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont plutôt résilientes. Même les fusées ont besoin de ravitailler. Exactement. Je vous le donne celui-là. Élise, de votre côté, comment vous l'avez vécu les 2 dernières années? Alors évidemment, Maya parle d'une correction naturelle. On ne peut pas toujours... les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Il est normal parfois de voir effectivement une rationalisation, de revenir sur des bases, de se poser la question, mais en vrai, ça vaut combien? En vrai, ça va où? Et de le faire, malheureusement, parfois quand... on n'a pas le choix, mais il faut y aller. Alors vous, de votre côté, ça s'est passé comment pour Electra? Et peut-être un mot sur Electra en introduction. Un mot sur Electra, tout à fait. Donc on est un opérateur de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Rapide, ça veut dire qu'on recharge en moins de 20-30 minutes, ça dépend des véhicules aujourd'hui modernes. Et donc on est passé de 0 à 200 employés en 3 ans, de 0 à plus de 200 stations, de 0 à 600 millions d'euros d'equity et 100 millions de dettes levées. On a, qu'est-ce que je peux vous dire comme chiffre d'autres? Pas mal déjà, écoutez. 0 à 9 pays, voilà, c'est déjà pas mal. Et donc, moi qui suis un bébé de la crise financière internationale de 2008, puisque j'ai commencé ma carrière chez Morgan Stanley à ce moment-là, 6 mois avant septembre et le fameux crash. Bon moment. En fait, voilà, je suis très business partner, justement, c'est mon côté investment plus que finance. Mais j'ai toujours un peu ce truc ancré de ma culture de dire oui, ça va bien, mais qu'est-ce qui se passe si ça va moins bien? Pas si ça va mal, mais ça va moins bien. Et en fait, je suis très optimiste. Je ne dirais pas que je ne suis pas pessimiste, je suis même très optimiste. Puisqu'en fait, j'ai passé 15 ans dans le domaine de l'immobilier. Et dans l'immobilier, on dit que quand il y a une crise, ça assainit le marché. Et que quand tu as un actif qui est un actif, on dit prime, tu sais, des bons fondamentaux immobiliers, eh bien, tu as les charges qui sont bien tenues, tu as le petit rooftop qui va bien. Là, tu n'as pas de problème, en fait. Ton actif va être maintenu, il va garder un prix correct. Par contre, tous les actifs qui ne sont pas prime et qui ont des défauts, là, par contre, tu vas subir la chute. Donc, en fait, il y a une polarisation du marché et un assainissement du marché. Et cet assainissement, on le pressentait, on savait que la bulle ne durerait pas éternellement, on savait que ça allait arriver, et on a fait un flight to quality assez tôt chez Electra, et on a veillé à ce que justement les fondamentaux soient bons, à ce qu'on fasse pas n'importe quoi, pour qu'au moment où ça arrive, on se démarque un petit peu et on puisse passer la vague.
Et donc ça s'est traduit par location, comme en immobilier? Location, tout à fait. Exactement, c'est la première, le premier mantra d'Electra. D'accord, c'est la baseline. Il faut des emplacements, et puis après, il faut driver du flux. Il faut. C'est aussi le business model. Ouais, il faut Location. Alors du coup, maintenant, c'est électricité. On achète et on vend l'électricité, c'est ça le business model. Et ensuite, on a aussi une discipline budgétaire. On a mis en place des critères d'investissement. On n'est pas une start-up qui décide comme ça d'investir n'importe où. On a un network planning qu'on a développé en interne. On a des critères d'investissement. Enfin, on essaie de faire les choses carrées, quoi. Ça se traduit également, je crois, vous me le disiez, sur une équipe qui n'a pas vocation, malgré une énorme levée de fonds, vous n'avez pas vocation à être 600, 800 demain. Non, pas du tout. Vous êtes aussi frigo de ce côté-là. Nous sommes frugaux. Frugaux tout à fait. Parce que ça se conjugue en effet. Et ce que je ne savais pas il y a peu, mais c'est on dit. Non, mais pas de problème. Mais on a quand même une croissance rapide. 200 personnes, c'est pas rien sur 9 pays en moins de 3 ans. Mais on a tendance maintenant à faire attention et en effet à automatiser des process, à essayer c'est plus la culture de l'oral du tout. Hein. Chez nous, c'est vraiment tout est processisé, tout est écrit. On essaie de faire attention. On va repasser dans un instant sur le venture avec Maya. Repassons sur le venture avec Maya. On reviendra avec vous sur les fonds infra, qui sont une autre catégorie d'investisseurs que vous commencez à bien connaître maintenant. Absolument. Et on verra quel est le pouls de leur côté. Les fonds de venture aujourd'hui, du coup, ça repart. On réinvestit. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils ont des LPs, il y a des instituts qui investissent chez eux. Donc, il faut y aller. Pour pouvoir relever un nouveau fonds, il faut commencer à donner de la perf. Pour donner de la perf, il faut commencer à sortir des choses du portfolio. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de choses dans les vintage 2020, 2021, 2022 qui ont peut-être été achetées assez cher. Tout à fait. Donc, comment ça se passe entre la poule et l'œuf, d'arriver à vendre des sociétés en portfolio pour relever des fonds, pour pouvoir derrière être au rendez-vous de ces investisseurs qui ont quand même besoin de ce financement? Alors, il faut quand même rappeler, ce que je disais, c'est un peu cette espèce de nuage de poussière où on ne sait plus trop qu'est-ce qu'une bonne valorisation. Et en fait, on voit toujours qu'il y a un effet sur les entreprises très très jeunes, en amorçage, où les valos sont encore quand même très élevés. Sur les meilleurs projets, tout le monde se bat quand même pour les avoir. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, il est toujours possible de lever des fonds. Il y a toujours de l'argent dans les fonds, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait eu besoin d'un atterrissage à la fois des fonds sur les valeurs à appliquer, mais aussi des entrepreneurs eux-mêmes. Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est quand est-ce qu'on passe à une phase de restructuring et quand est-ce qu'on affronte véritablement la réalité. Est-ce qu'on laisse des formes d'entreprises zombies dans son portefeuille ou est-ce qu'on décide un jour d'agir pour en fait épurer? Et effectivement, il ne faut pas oublier qu'une start-up, c'est une forme de prise de risque et c'est aussi normal que certaines entreprises s'arrêtent. Bien sûr. Même si on a levé beaucoup d'argent, ça fait partie du métier de capital risque et je pense qu'on est en train d'arriver dans cette phase de digestion, ce qui fait que voilà, on se remet en mouvement. Il y a certains investissements qui sont toujours très bons. Enfin, je veux dire, tout n'est pas acheté dans les dernières années qui sont déroulées. Effectivement, certaines entreprises ont été surévaluées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on assume cette survalorisation? On s'en sépare et on continue de déployer sur des entreprises qui au contraire, elles, sont très prometteuses. Et c'est quand même le cas aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Moi, pour côtoyer effectivement énormément de fonds d'investissement, puisqu'il y en a plus de 200 qui sont membres de France Digital, voilà, on est en mouvement. On soutient les champions et on prend le courage de se séparer de ceux qui ne seront jamais des champions. Oui, effectivement, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas familiers du venture capital, effectivement, on peut se dire que là, dans un fonds de private equity classique, on va espérer un taux de PET de 5-10% max sur un fonds où il va y avoir 15-20 participations. Dans le venture, c'est plutôt 15-20% de succès attendu. Voire moins, je dirais plutôt 10% de succès, mais des vrais succès qui vont avoir un multiple tel que ça va rattraper tous les échecs. Voilà. C'est le principe, c'est ça, un projet sur 10 qui cartonne et qui permet d'avoir effectivement un bon TRI sur son portfolio au final. Et alors du coup, j'ai reçu beaucoup de gens aujourd'hui sur le plateau qui nous parlaient de comment arriver à se saisir des actifs start-up ou en tout cas boîte tech au sens large. Et c'est pas forcément facile. Je m'entretenais en préparant cet événement avec des fonds de retournement. Ils savent pas trop faire d'abord parce que c'est souvent des thématiques qui sont un peu loin de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Un fonds de retournement, c'est souvent de l'industriel, c'est souvent peut-être du service, mais c'est pas souvent de la tech. Alors une boîte dans l'IA pour un fonds de retournement, ça va pas être naturel. D'autre part, en termes d'actifs, il y a rien à leverager. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'outils, même si quand on arrive sur une boîte qui va mal, souvent on est factoré, on a souvent fait un sales and leaseback, ainsi de suite, mais là, de toute façon, à la base, il n'y avait rien. Que les people sont extrêmement volatiles dans un marché qui reste quand même embaucheur, enfin qui embauche en tout cas beaucoup, que le management est tributaire d'une vision, que sans le management, et en général c'est le premier truc qu'on doit faire péter quand on change un petit peu les choses, à fortiori avec un fonds de retournement, n'a pas vocation à rester, or la valeur de la boîte c'est faite sur eux, sur elle et eux. Alors comment on se saisit d'une boîte tech qui va mal?
Alors je pense qu'il faut aussi rappeler que l'écosystème venture en France il est relativement jeune. Nous, quand on a été créé en 2012, c'était justement sur l'impulsion de fonds d'investissement qui, à l'époque, étaient au nombre de peut-être 20 dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a plus de 300, 400, peut-être 1000. Juste sur le venture. Juste sur le venture. On a aussi des business angels. Mais c'est un écosystème qui est encore en pleine construction. Donc je pense qu'il y a un enjeu déjà à se rapprocher de ces VC. Déjà. Nous, on fait énormément d'événements avec France Digital où on va rapprocher CVC, VC, enfin voilà, on essaye de créer des ponts entre des mondes effectivement qui ne se connaissent pas, qui ont des manières de procéder qui sont différentes. Donc je pense que c'est une des premières approches, c'est de s'approcher des fonds d'investissement qui peuvent être des super prescripteurs pour des entreprises et qui peuvent voir assez tôt des signaux faibles pour dire qu'il y aura peut-être besoin effectivement de passer la main à d'autres types de fonds. Donc moi, pour moi, c'est se rapprocher de ces fonds d'investissement-là. Au cœur du marché pour pouvoir d'être au cœur du marché, exactement. D'avoir un bon process. Et nous, on fait aussi ce travail de cartographier les startups par secteur. Donc, allez voir sur le site de France Digital, il y a des listes entières de startups, des mappings par technologie. Pas de mapping des boîtes qui vont mal pour l'instant. Pas de mapping. Après, il y a des entreprises qui commencent à se développer, des marketplaces, qui sont, comme je pense à Alvo par exemple, qui sont justement des marketplaces de vente d'entreprises. De reprise d'entreprises, voilà, en difficulté. En difficulté ou non. Ou non, mais plutôt en difficulté en l'occurrence. Donc, vous entendez, vous qui nous regardez. Il y a aussi mesacquisitions.com. Enfin voilà, on a parmi nos membres des marketplaces spécialisés et je pense que les mondes ont tendance à effectivement se rapprocher. Merci beaucoup. Élise, d'abord, je voulais rebondir sur ce qu'on disait avec Maïa à l'instant ou on passe au fonds infra ? En fait, les deux sujets sont liés. Je pense que nous, on a commencé avec de lever seed avec des fonds de VC. On est passé au fonds infra, puis après au fonds infra plus étranger, voilà, multi-assets, voilà, étranger, qui avait les poches vraiment beaucoup plus profondes et beaucoup plus long terme. Et en fait, les deux sont liés. On a besoin du VC au début pour prendre ses risques et se dire je mise sur une société, même si j'ai pas fait une due deal de 2 ans, c'est parfois le cas, en tout cas de 6 mois au moins. Et donc, on n'a pas besoin de faire tout un due deal package. On peut y aller et ces premiers fonds-là sont extrêmement importants. Et ensuite, on passe sur des poches qui sont plus appropriées en effet à notre business model. En l'occurrence, nous, ce sont des fonds d'infrastructure long terme. Et plus on avance aujourd'hui, plus on est sur des fonds vraiment long terme, voire étrangers, des fonds de pension, qui ont la possibilité de nous accompagner longtemps. Et on disait pendant la conférence... Longtemps, ça veut dire quoi ? 10, 20, 30 ? Beaucoup plus qu'un fonds classique. Tout à fait, oui, non, mais il y a des fonds qui sont evergreen. Oui, il y a des fonds evergreen, quoi. Qui sont, voilà, qui n'ont comme pas on ferait un Century Bonds si on était une grosse boîte cotée. Exactement. Tu peux faire ça, parce que les fonds d'infrastructure qui nous accompagnent ont des horizons quand même de plus longs que le VC, mais quand même une dizaine d'années. Et nous, on voit à 15, 20 ans. Et donc, d'avoir un fonds qui est à nos côtés et qui n'a pas ce stress, tu vois, permanent de dire où en sont les chiffres, si ça n'a pas un trimestre, est-ce que ça va se rattraper, c'est aussi extrêmement important pour nous. Et on parlait notamment du fait que les États-Unis et le UK ont beaucoup d'avance sur nous parce qu'ils ont des fonds de pension qui ont un horizon de 30 ans et qui ont la possibilité de faire aussi des investissements différents. Est-ce qu'on arrête la sécurité sociale pour avoir plus de fonds de pension en privatisant tout cela ? Je ne sais pas. Mais non, mais avec la loi Pacte, on a les deux un petit peu. Aujourd'hui, on a le private equity qui investit, on a BPI qui justement joue ce rôle aussi de compensation, on a la CDC, Banque des Territoires, qui investit aussi beaucoup. On a la DEM Investissement. Donc sans la Banque des Territoires aujourd'hui qu'on salue, il se passerait un peu moins de choses. Tout à fait, la BPI aussi. Donc voilà, on a un arsenal qui permet de compenser. Mais les horizons sont peut-être pas les mêmes, mais déjà plus que dans les fonds privés, quoi. Et puis après, il y a des tendances de fonds qui ont été identifiées d'ailleurs par le gouvernement, que la BPI s'est bien mis dedans. C'est par exemple la partie réindus. Et on a besoin de tech dans la réindus. Donc, est-ce que également c'est l'occasion pour certaines entreprises de la tech qui n'y étaient pas forcément, est-ce qu'on observe ça, ce genre de pivots qui vont vers le côté industriel et pas forcément sur du, j'en sais rien, de la DNVB, du e-commerce ou autre chose? Oui, bien sûr. Et là, je pense qu'en fait, il y a eu le mot start-up est un peu galvaudé parce qu'on pense tout de suite à une petite entreprise du digital, alors qu'en fait, la réalité qu'il y a derrière, c'est pas du tout ça. C'est des entreprises qui innovent dans plein de domaines différents, depuis toujours dans l'industrie. Et il y a un enjeu à ce qu'elles soient encore plus innovantes. Et après, et plus intégrées, parce qu'en fait, ça fait partie de la conversation qu'on avait sur les fonds. En fait, il ne faut pas penser que les startups sont dans un pan de l'économie complètement à part. En fait, elles s'intègrent complètement à une chaîne de valeur dans tous les secteurs possibles, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, l'industrie. Et donc sur le volet réindustrialisation, deep tech, c'est un peu les mots, on va dire les mots à la mode en ce moment. Je pense que ça a toujours été le cas, mais que c'est encore plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a aussi un rapprochement avec le secteur de la recherche. Je pense qu'on est encore plus confiant dans notre capacité à investir dans la prise de risque et l'innovation. Et cette prise de risque, elle peut être encore plus forte parce qu'on est capable de financer de la R&D un peu lourde. Là où avant, à l'origine, les fonds VC étaient plutôt sur des actifs asset light. Là, aujourd'hui,
Je pense qu'on a les poches assez profondes et l'envie suffisante de prendre des risques pour pouvoir financer des projets de réindustrialisation un peu plus lourds. Tech transfert Dès le départ. est je sais pas, le tech transfert est plus actif que jamais. Vous parliez de recherche universitaire. En tout cas, on sent qu'il y a un véritable rapprochement. En fait, je pense que du fait qu'il y ait une forme de volonté du gouvernement en fait, de vraiment investir avec un plan comme France 2030, de facto, les différents écosystèmes se réunissent et tendent à mieux collaborer ensemble. C'est la poche qui fait le travail de réunir. Exactement. Mais pour ça, il fallait aussi avoir plus d'argent. Et ce qu'on a pu voir depuis les 10 dernières années, c'est qu'on a été capable d'aller chercher des postes de financement en capital risque beaucoup plus profondes, avec notamment des initiatives comme l'initiative Tibi qui a été lancée en 2019. Et Tibi 2, là, qui vient. Et Tibi 2 qui est sorti l'année dernière au mois de juillet, qui sont effectivement comment est-ce qu'on fait effet de levier en allant chercher l'argent des institutionnels. C'est quasiment comme les fonds de pension qu'on n'a pas en fait, c'est qu'on va chercher quand même l'épargne pour aller l'injecter dans le capital risque. C'est assez inédit et ça a fonctionné parce qu'il y a eu un véritable effet de levier derrière. Tibi 1 c'était 6 milliards qui a produit près de 20 milliards d'euros injectés dans l'écosystème d'innovation français. Et donc je pense qu'on est en train d'apprendre de... Voilà. Donc tout ne va pas si mal. Tout ne va pas si mal. Je pense que voilà, on a écopé de certaines désillusions qui nous permettent aujourd'hui de faire les choses un peu mieux. Et on est dans cet apprentissage, parce que culturellement, nous les Français, on ne prend pas quand même énormément de risques dans notre épargne. Et donc aujourd'hui, on est capable d'un peu mieux investir dans la tech. Qu'est-ce qu'on souhaite à la tech française pour le reste de l'année, les mois à venir? Moi, je lui souhaite d'être plus européenne avec les élections qui arrivent. Ouais, et puis Horizon, le coup, qui est la version Europe de Horizon. Tout à fait. Et je pense qu'il faut continuer à Horizon, c'est la version européenne, oui, de financement de l'innovation. Et sinon, en France, c'était France 2030? Non, c'était... C'est toujours France 2030. France 2030 et la version européenne, c'est Horizon. Tout à fait. Avec le fonds Horizon, pardon. Le fonds Horizon. Donc d'être plus internationale, plus européenne? Je pense qu'il faut, oui, jouer au niveau européen parce que si on veut créer des belles entreprises technologiques qui conquièrent le monde, il faut qu'elles aient une taille critique. Et la taille critique, elle ne s'acquiert pas qu'avec la France, et donc c'est bien de jouer européen. Et là, on parle donc de filières, si on lit entre les lignes, Maya également. Tout à fait. Bien sûr, les filières européennes de la tech, on l'espère, qui émergeront grâce à ces budgets, mais également à la coopération des différents pays. Élise, qu'est-ce qu'on souhaite aux entreprises de la tech? On leur souhaite en effet une européanisation, ça c'est important. On en parlait sur le côté RH aussi, sur les talents, le fait de fluidifier aussi les mouvements de population, de les aider à s'installer aussi. Créer un marché unique en fait. C'est un marché unique et un vrai marché unique. Aujourd'hui ça l'est pas et sur la partie électricité, nous la partie connexion électrique, c'est un monde complètement différent à chacun dans chaque pays. Donc il y a une harmonisation, je pense, très clairement à faire un vrai marché unique. On en est très très loin. Je pense que il y a un mindset aussi qui va évoluer. On en parlait. L'échec n'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc ça, rentrer dans une dynamique un peu plus américaine, ça peut aussi y avoir du bon. On n'est pas forcément très bon dans la marketisation de nos produits, s'inspirer aussi de tout ce qui se fait. Moins ingénieur plus marketing, c'est ça? Ah non, restons ingénieurs, c'est important, mais il faut les deux. Ouais. Transformons nos ingénieurs en businessmen. Voilà, et on salue d'ailleurs Jean-Marc Bailly qui avait sorti un très beau livre sur le sujet qui s'appelait Junk Tech, le fondateur d'Aster Capital. Un dernier sujet, un mot de la fin. Au-delà de cette ambition européenne que nous venons de partager, une belle ambition. C'est pas mal. Alors on espère que cette ambition européenne vous atteindra. Au nom de toute la rédaction de For Change, je vous souhaite une bonne continuation. Nous vous retrouvons dans un instant pour la suite des interviews. Merci infiniment Maya Noël, directrice générale de France Digital. Merci Élise Herms, vous êtes Chief Investment et CFO chez Electra.